Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. Après une semaine de violentes contestations contre la hausse du chômage en Tunisie, une situation inédite depuis la révolution de 2011, le gouvernement tient une réunion extraordinaire ce samedi. 25 janvier 2011, 25 janvier 2016, cela fait maintenant 5 ans que le soulèvement contre le régime de Hosni Moubarak a eu lieu. Quel bilan pour la révolution égyptienne? Élément de réponse à suivre dans cette édition. Belle performance de Tesfom Okuba Mariam à la tropicale Anissa Bongo. Le cycliste érythréen décroche le maillot jaune. En Tunisie, tout d'abord, après l'instauration d'un couvre-feu suite aux manifestations de ces derniers jours qui ont débuté à Kesrine, au centre de la Tunisie, avant de se propager vers plusieurs villes du pays, le gouvernement a décidé d'une réunion extraordinaire ce samedi. Il faut dire que 5 ans après la révolution qui a chassé l'ancien président Ben Ali du pouvoir, le pays est aujourd'hui confronté à une économie en berne. Les jeunes demandent du travail. On écoute à ce propos l'économiste tunisien Monsef Chekourou. Si un pays, si un peuple ne s'occupe pas de sa jeunesse, il se condamne lui-même. La Tunisie a eu des gouvernements démocratiquement élus, l'instauration de la démocratie, d'une belle constitution qui garantit la parité homme-femme, qui garantit la liberté de croyance, qui garantit la liberté de conscience. Mais malheureusement, les gouvernements démocratiquement élus sont incompétents du point de vue économique. Et puis il y a un seul chiffre à rappeler. Le taux de croissance de la Tunisie frôle le 0% si ce n'est pas négatif maintenant. Donc si on ne crée pas de richesse nationale, on ne crée pas d'emploi. Et si on ne crée pas d'emploi, ce sont les jeunes qui veulent entrer dans le marché du travail qui sont les plus pénalisés. Donc ce qui se passe, d'une certaine manière, est très sain, dans la mesure où il demeure, évidemment, dans la limite de la légalité, qu'on ne casse pas, qu'on ne tire pas, etc. Que reste-t-il de la révolution égyptienne? Quel bilan dressé? Le peuple égyptien a connu une succession d'événements, notamment le renversement du président Mohamed Morsi et l'avènement à la tête de l'État en 2014 du général Abdel Fattah al-Sisi. 5 ans après le soulèvement contre le régime de Hosni Moubarak, les Égyptiens sont toujours en quête de démocratie. Ibrahima Djoumaba. L'Égypte s'apprête à célébrer le 5e anniversaire de la révolution de 2011, plus connue sous l'appellation Révolution de la place Tahrir, marquant la chute du régime du président Hosni Moubarak. L'événement de cette année semble plus apaisé qu'il y a 2 ans, avec moins de tensions politiques apparentes. Nous allons continuer à jouer notre rôle, continuer à rêver de liberté contre tous les types d'oppression et toutes les formes de discrimination, que ce soit du fascisme religieux ou militaire. Nous allons toujours exprimer nos croyances. Personne n'a le droit de s'opposer à la liberté du peuple égyptien. Ceux qui ont participé à la révolution du 25 janvier rêvaient d'une grande nation. Aujourd'hui, ils ont comme l'impression d'avoir été trahis. Le renversement du pouvoir des frères musulmans, incarné par l'ancien président Mohamed Morsi, avait accentué les manifestations violentes à la place Tahrir et un peu partout dans le pays. Depuis l'arrivée du président Abdel Fattah al-Sisi en 2014, les autorités ont renforcé la sécurité. Certains observateurs estiment que les nouvelles mesures instaurées violent les droits des citoyens. Je pense qu'il y a une mauvaise évaluation de la sécurité, où il pourrait y avoir une volonté délibérée d'abuser de la sécurité pour effrayer les gens à l'approche de l'anniversaire de la révolution. Il est compréhensible que les autorités prennent des mesures pour encadrer les revendications révolutionnaires en respectant les droits des manifestants. Plusieurs activistes ont été arrêtés au cours des dernières semaines pour avoir appelé via les réseaux sociaux à manifester le 25 janvier 2015. L'Égypte est confrontée depuis 2 ans à des manifestations récurrentes des frères musulmans qui réclament justice pour le président Mohamed Morsi. Au nord du pays, le Sinaï fait l'objet d'une insurrection terroriste. Également dans l'actualité, le HVM remporte une large victoire aux élections sénatoriales à Madagascar. Le parti du président Eri Radjaonarimampyanin a remporté 34 sièges sur les 42 sénateurs élus par les maires et conseillers. La Chambre haute du Parlement a été dissoute après le coup d'État de 2009. Ces élections vont donc permettre de la rétablir.
L'Ouganda, qui a produit plus de 2 millions de sacs de café grain lors de la campagne 2014-2015, est devenu le premier exportateur africain de café et le 7e au niveau mondial. Selon les observateurs, ce leadership est parti pour durer puisque le pays bénéficie d'un certain nombre de subventions qui profiteront notamment à 20 000 agriculteurs. De quoi booster la productivité. Le point avec Viviane Baoken, avec les commentaires de Moukalsumba. Premier exportateur de café grain en Afrique, l'Ouganda a réalisé une production de plus de 2 milliards de sacs de café durant la campagne 2014-2015. Cette grande prouesse de Kampala s'explique par un financement de 850 000 $ dont viennent de bénéficier les producteurs dans le cadre de l'initiative Feed the Future, lancée par l'Agence américaine pour le développement. Cet appui s'étend sur 2 ans et va accompagner près de 20 000 agriculteurs. Le secteur du café en Ouganda est très dynamique. À Kampala, par exemple, on trouve beaucoup de sociétés de café de grains, ce qui constitue un atout économique pour le pays. Et je crois que dans les 10 prochaines années, l'Ouganda sera très compétitif en Afrique de l'Est et dans le monde. Classé 7e exportateur mondial de café, l'Ouganda a enregistré une hausse de 13% des exportations en 2015. Cependant, la consommation locale du café reste faible et est évaluée à 3% par an. Nous exportons beaucoup de café, mais nous en consommons peu. De ce fait, nous menons des campagnes de promotion pour encourager la consommation de café en Ouganda, parce que notre pays ne consomme qu'environ 2% du café qu'il produit. Donc, nous voulons que l'Ouganda devienne le premier consommateur du café made in Ouganda. Le défi aujourd'hui pour les autorités ougandaises demeure la dynamisation de la consommation interne du café. Selon les experts, cela passera par une vaste campagne de sensibilisation des populations sur le consommé local. Un point à présent sur la Coupe d'Afrique des Nations de handball qui se déroule jusqu'au 30 janvier en Égypte. Au terme de la 2e journée du championnat, la sélection tunisienne a remporté son 2e match face à la République démocratique du Congo. Score 37 contre 22 points. L'Égypte, pays hôte, l'a également remporté sur le Nigeria sur un score final de 34 à 20 points. La sélection marocaine s'est imposée de justesse face au Cameroun, 26 à 24 points. Et ce samedi, la Tunisie rencontre le Kenya à midi heure locale. Également dans l'actualité, la performance du cycliste érythréen Tesfom Okuba Mariam à la tropicale Amissa Bongo. Il termine 3e à la 5e étape qui s'est déroulée ce vendredi. Il décroche ainsi le maillot jaune et après Nathanaël Beran en 2014, Tesfom Okuba Mariam est le 2e cycliste érythréen à atteindre ce niveau. Un reportage de Douglas Ntoutoum, notre correspondant au Gabon. Après avoir remporté la 3e étape de la tropicale Amissa Bongo le 20 janvier 2016, Adrien Petit de l'équipe Direct Énergie a récidivé le 22 janvier sur le parcours Meyokié Carrefour des 3 frontières au Yem sur une distance de 118 km. La victoire du Français a eu pour conséquence la perte du maillot jaune de l'équipe Skydive Dubaï d'Andrea Palini au profit de Tesfom Okuba Mariam de l'équipe nationale d'Érythrée. Ce qui est plus stressant encore, c'est que les équipes européennes se marquent vraiment. Et on oublie que les Érythréens sont très forts. Bon, on va pas se foutre la pression. Déjà, on était venu ici pour gagner une étape ou 2. C'est chose faite. Maintenant, si le général y vient, c'est bien. Sinon, c'est pas grave. Pour la première fois sur la tropicale Amissa Bongo, une équipe nationale africaine amateur arrache le maillot jaune et prend provisoirement la tête au classement général. Yeah, today's race is very strong, mate. On a travaillé très dur pour réussir à prendre le maillot jaune aujourd'hui. J'ai une équipe très forte. C'est la raison pour laquelle j'ai dit merci à mon coach et à l'ensemble de mes coéquipiers pour le travail. J'ai pris le maillot jaune grâce au sprint final. Je suis arrivé en 3e position et je suis très content. Les résultats de la 4e étape ont entraîné un bouleversement du classement général. Ainsi, on retrouve l'Érythréen Tesfom Okuba Mariam à la 1re place, suivi de l'Italien Andrea Palini. La 3e place est détenue par le vainqueur de l'étape du jour, le Français Adrien Petit. L'écart entre les 3 premiers est d'1 seconde. La dernière étape de cette compétition s'annonce donc très disputée. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.